Après une édition marquée par un exploit en solitaire remarqué de Tadej Pogačar, les Strade Bianche se veulent de plus en plus comme étant un monument en devenir du cyclisme, que cela soit chez les coureurs, les suiveurs ou les organisateurs. Mais concrètement, est-ce que la classique italienne, encore toute jeune, peut prétendre à rejoindre les grandes classiques du cyclisme, qui sont Milan-San Remo, la Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège ou encore Il Lombardia? Mais avant ça, qu'est-ce un monument et pourquoi cette jeune course peut-elle déjà se voir propulsée à ce titre? Ce sont des questions qui bercent le cyclisme actuellement et auxquelles je tenterai d'apporter un certain éclairage. Pour ne rien rater de mes vidéos et analyses, n'hésitez pas à vous abonner et, pour soutenir mon travail, à partager la vidéo et à mettre des pouces en l'air. Maintenant que cette promo est faite, revenons aux Strade Bianche et pour voir si on peut réellement faire des Strade Bianche un monument à part entière. Tout d'abord, parlons de son histoire et de ses différentes éditions, avant d'aborder la question de qu'est-ce un monument et pourquoi on veut propulser la course à ce titre-là. Ensuite, nous détaillerons un peu son palmarès pour voir s'il peut prétendre à celui d'un monument, les spécificités de la course et des problèmes au fait qu'elle pourrait être un monument. Je tenterai de répondre à la question de savoir si c'est déjà une course de légende avant de résumer et donner mon avis. Commençons par l'histoire brève de la course avant de s'attarder sur les précédentes éditions et les vainqueurs. D'abord créée comme un grand fondo, la course se voit évoluer au fil des années et intéresser le cyclisme professionnel, à tel point qu'il est décidé de créer une version professionnelle du grand fondo. D'abord prévue en octobre en 2007, elle change finalement de date pour s'inscrire en mars. En 2016, elle obtient le titre de Classic World Tour et commence alors, pour elle, une partie de son histoire qui marquera le point de départ d'une petite révolution dans le cyclisme avec l'introduction des fameux chemins blancs un peu partout dans toutes les grandes courses. Pour sa première édition, la course a lieu à Gaiole in Chianti et à Sienne, pour une distance de 180 km à travers la Toscane. Cette première édition est marquée par la victoire du Russe Kolobnev qui s'impose après un solo de 20 km face à un Suédois dont je n'écorcherai pas le nom, et la troisième place sera prise par Kalilov. Et cette première édition n'aura pas vraiment de grand nom du cyclisme malgré que les icônes locales Fiorenzo Maldini et Paolo Bettini ont promu l'événement. La seconde édition de la course est remise en mars et cette fois-ci c'est Fabian Cancellara qui se montrera le plus fort d'un sprint à deux devançant Alessandro Balin. Derrière, Linus Gerdemann prendra la troisième place d'un groupe de coureurs légèrement distancés du duo. Thomas Löfsquist réalise un solo à partir de la Via Santa Caterina de quelques 500 mètres pour remporter l'édition 2009, devançant Wickman et Elmiger dans cette montée finale. Maxime Ingliski remportera l'édition 2010 en devançant au sprint Thomas Löfsquist, vainqueur l'année précédente, et Michael Rogers. Là où la classique va commencer à avoir un palmarès encore plus bétonné en seulement quelques années, c'est l'année 2011 où Philippe Gilbert va s'imposer sur les Strade Bianche et ouvrir son année 2011 fabuleuse. Il devancera Alessandro Balin et Damiano Cunego. Fabian Cancellara récidive et remportera la classique en 2012 après un solo de 12 km, tandis que Moreno Moser va remporter l'édition 2013 en surprenant plus d'un coureur. Parce que parti d'un petit groupe conséquent à 6 km de l'arrivée, il résiste à son équipier Peter Sagan qui vient régler le groupe des favoris où on retrouvait Cancellara, Nocentini 3e ou encore Greg Van Avermaet. En 2014, c'est Michael Kwiatkowski qui va remporter l'épreuve en attaquant Sagan dans la montée finale et en lâchant le Slovaque qui résistera quand même à Alejandro Valverde qui finit 3e. Après la victoire de Kwiatkowski, c'est Zdeněk Štýbar qui va lui succéder en lâchant dans la montée finale Greg Van Avermaet, alors que Valverde commence à s'habituer à la troisième place de cette classique. En 2016, Brambilla devancera les mouvements de course avant d'être rejoint par son équipier Štýbar et Sagan. Profitant de la portion de replat plus à son avantage, Cancellara reviendra sur le trio de tête et malgré une ultime attaque de Brambilla, aux abords de Sienne, Cancellara veille au grain et mène le tempo. Profitant du caractère technique du final, le Suisse va gérer Štýbar et s'imposer au sprint. Nouvelle édition en 2017 et Kwiatkowski se montrera le plus solide, partant à 14 km de l'arrivée et résistant au trio Van Avermaet, Štýbar et Wellens. Van Avermaet lâchera Wellens dans la veillée à Santa Caterina pour prendre la deuxième place de la course. En 2018, une édition qui restera peut-être comme une des plus dures des Strade Bianche de par les conditions climatiques et l'état des chemins. Tige Benoît, sorti à 30 km du peloton, reviendra sur Van Aert et Bardet, alors en tête, à 15 km de l'arrivée avant d'embrayer directement par une attaque dans les plus forts pourcentages du secteur de Le Tolfe, soit le dernier chemin blanc. Ensuite, le Belge gère son avance et va s'imposer face à Bardet et Van Aert qui craquera dans la Via Santa Caterina. 2019 est le sacre de Julian Alaphilippe sur la classique des Strade Bianche avec un duel contre Fuglsang.
Après s'être débarrassés de Van Aert dans la Via Santa Caterina, les deux punchers se sont disputés la victoire au sprint et c'est l'explosivité du Français qui va parler et permettre à Alaphilippe de remporter une belle victoire sur la Piazza del Campo. En 2020, c'est Van Aert qui apparaît alors comme un grand favori, malgré la présence de Alaphilippe et Van der Poel après 2 troisième places. Et le Belge ne se fera pas prier cette édition-là, car parti seul à 12,5 km de l'arrivée en s'extirpant du groupe des leaders, Van Aert va s'imposer sur la classique devant son formulo de 30 secondes qui a lâché Maximilian Schwarzmann. Cette épreuve est aussi marquée par l'arrivée de seulement 42 coureurs. En 2021, la course attend beaucoup de la confrontation entre les trois fantastiques, à savoir Van Aert, Van der Poel et Alaphilippe. Si au fil de la course Van Aert semble en difficulté, ce n'est pas le cas de Bernal qui accompagne Alaphilippe et Van der Poel. Le Néerlandais multiplie les accélérations pour s'isoler et arrivera à faire craquer une première fois Bernal, avant de réaliser une accélération stratosphérique et même exceptionnelle qui va clouer Alaphilippe et propulser Van der Poel vers la victoire, le tout sur la fameuse Via Santa Caterina. Pour cette édition 2022 des Strade Bianche, on part sans Van Aert, Van der Poel et Bernal, soit blessés ou sur Paris-Nice, mais avec quand même un vainqueur du Tour de France, Tadej Pogačar. Rapidement, la météo va montrer qu'elle est bien présente aux avant-postes de la course et s'il ne pleut pas, c'est le vent qu'il faudra se méfier. Fort et déstabilisateur, il va créer une grosse chute au sein du peloton, provoquant l'abandon de Tiesj Benoot, mais aussi la chute spectaculaire d'Alaphilippe, qui, après son dépannage, bataillera longuement pour revenir dans le peloton. Revenu aux avant-postes, le Français, comme bien d'autres, est impuissant face à l'attaque de Tadej Pogačar à 50 km de l'arrivée, qui va réaliser un exploit. Creusant mètre après mètre et malgré une tentative de Carlos Rodriguez pour le rejoindre, Pogačar va s'isoler et conforter son avance. Les leaders tenteront de relancer, notamment Valverde, Asgreen, Wellens, Simons, mais ils n'arriveront pas à reprendre le Slovène. Derrière le duo, Asgreen et Valverde s'isolent et le vétéran espagnol va profiter de la côte finale sur la Via Santa Caterina pour prendre la seconde place devant le Danois. C'est un numéro solide de Pogačar qui couronne cette édition fort venteuse. Passons maintenant un peu à l'analyse. Première question à se poser après avoir refait l'historique de la course, c'est pourquoi parle-t-on des Strade Bianche comme le 6e futur monument du cyclisme? Eh bien, cette course, en peu d'années d'existence, a pu se tailler un palmarès riche et des spécificités du parcours qui lui sont propres. À l'image des chemins blancs qui ont en partie révolutionné le cyclisme, les Strade Bianche assurent un spectacle chaque année, sans compter qu'elle attire les plus grands coureurs du monde, et que de ce fait, sans être un véritable monument, elle a déjà son pouvoir d'attraction. Alors oui, c'est bien beau de vouloir être un monument. En pratique, un monument, c'est quoi? C'est une course souvent assez longue, avec la plus petite distance à 240 km pour le Lombardie, et la plus longue qui est Milan-San Remo, et c'est 297 km. C'est aussi une course avec une histoire, considérée comme étant dans la légende du cyclisme, et qui a lieu tous les ans à la même période. Alors si les Strade Bianche semblent avoir trouvé leur période, peut-on déjà dire que c'est une course de légende? Difficile, avec ses spécificités propres et ayant un palmarès riche. Commençons par le palmarès de cette course. Créée en 2007, elle va rapidement accéder au statut World Tour, donc en 2014, avec déjà un beau palmarès. Golopnev, Cancellara, Locquist ou encore Inglisky et Gilbert, sans compter les Moser, Kwiatkowski, Stybar, la course a de quoi avoir déjà un palmarès solide avec quelques beaux noms de vainqueurs de monuments, à l'image de Gilbert, Cancellara ou Stybar. Derrière, on n'a pas non plus des peintres qui sont dans le podium, des Sagan, des Valverde, mais pour son arrivée en World Tour, c'est quand même le Suisse Cancellara qui va se réimposer une nouvelle fois. Puis on aura Brambilla, Kwiatkowski, devant des Van Avermaet, des Wellens, notamment c'est la première grande classique que Benoot va gagner. Et donc tout ça fait dire que sans même la passe des trois fantastiques, le palmarès est déjà très riche, avec des très beaux noms au palmarès et dans le top de ces palmarès. Derrière, bien sûr, on a les éditions pour les fantastiques avec Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel, et puis qui vient montrer que c'est une classique d'importance, mais c'est notamment Pogačar qui est le premier vainqueur d'un Tour de France à remporter cette classique, et plus généralement le premier vainqueur d'un grand tour à remporter cette classique. Alors, pour résumer, oui, une très grosse partie de l'historique montre à quel point la course peut être considérée comme étant très riche, avec des vainqueurs de légende du cyclisme moderne, ou qui vont y rentrer, à l'image de Gilbert, Cancellara, ou des vainqueurs de monuments, comme Stybar, Van der Poel, Van Aert. Des coureurs actuellement dans la force de l'âge qui construisent aussi cette image de futur de la légende, et bien sûr le vainqueur d'un double Tour de France, avec la présence de Pogačar. Le palmarès forgé par cette classique en quelques années seulement, et même depuis son passage en World Tour en 2016, est
digne des plus belles classiques du monde. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Elle peut donc peut-être prétendre à rentrer dans le club sélectif des monuments de cette manière, grâce à son palmarès. Parlons ensuite des spécificités, parce que une des belles caractéristiques de ce monument, et des monuments en général, c'est leur spécificité. Milan-San-Remo pour sa longue distance, et les Poggio, les Cipressa, etc. Le Tour des Flandres est un monument de légende pour ses monts pavés, Paris-Roubaix pour ses secteurs et l'enfer qui en découle quand les conditions sont dantesques, Liège-Bastogne-Liège pour son parcours difficile, sa succession finale de difficultés avec notamment la redoute, la Roche-au-Faucon. Il reste alors la Lombardie, connue par son caractère montagneux et très compliqué. Et tous ces monuments ont en commun une histoire riche et assez spectaculaire, avec soit la météo, la difficulté ou encore bien d'autres aspects de course. Alors face au monument, que peut prétendre avoir l'Strade Bianche? Sans que l'ensemble du monde des suiveurs cyclistes s'en rende compte, l'Strade Bianche ont révolutionné la façon de voir le cyclisme avec l'ajout des fameux chemins blancs toscans, qui est là toute sa grande spécificité. Les chemins blancs ont ensuite été dérivés au Giro, au Tour de France, avec l'arrivée à la super planche des belles filles, en Espagne sur des classiques, des tours d'une semaine, en Belgique, etc., etc. Tout ça amenant à un nouveau spectacle qui était encore inconnu des spectateurs. Néanmoins, la spécificité et ce renouveau déteint parfois un peu trop dans le monde du cyclisme, aux grandes dames des coureurs, mais cela, je pourrais en discuter dans une autre vidéo. Au-delà des chemins blancs et des paysages toscans, l'autre grosse spécificité de cette course est sans conteste son arrivée au centre de Sienne. Sur la Piazza del Campo, après avoir gravi la très dure pente de la Via Santa Caterina arrivant à cette place, parce que vous pouvez avoir survécu à tous les chemins blancs et tomber sur un os avec cette montée finale terrible qui va vous couronner dans une sorte d'arène où chaque année il y a des grands événements à Sienne. Donc les chemins blancs et cette arrivée finale font partie de cette spécificité presque unique de la course, et ça fait vraiment partie des points qui sont pour la propulser comme étant un monument à part entière. Maintenant que l'on a fait un peu le tour du palmarès et spécificité, voyons où cela pourrait bloquer pour que cela devienne un réel monument. Tout d'abord, le temps, parce qu'elle a été créée qu'en 2007. Elle n'est qu'à sa 15e édition et postule déjà à ce titre, ce qui peut être assez court comme temps d'existence, surtout par rapport à d'autres classiques comme Paris Tour, l'Omloop, Newsblad, qui avec d'autres caractéristiques pourraient se dire « mais moi aussi je suis un monument finalement ». Et donc cette période d'existence assez jeune fait que c'est un problème en soi, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi se dire que le principal problème de cette course, c'est la distance. Il faudrait ajouter entre 60 et 100 km à la classique pour au moins avoir une distance de monument. Et si on ajoute ça, comment il faut les ajouter? Il ne faut pas ajouter simplement de la route, il faut soit durcir encore le parcours avec des nouveaux chemins blancs, soit trouver le moyen d'avoir un apport spécifique à cette course sans qu'elle ne devienne morne et qu'elle diminue le spectacle. Car déjà 180 km avec les chemins blancs, on voit à quel point cela use les coureurs. Et sur cette idée de révolution, je vais continuer à aborder le fait que est-ce que c'est une course de légende? En effet, en peu d'années et par l'introduction des chemins blancs, les Strade Bianche ont d'une certaine manière remis du spectacle dans le cyclisme en proposant de nouveaux terrains aux coureurs. Toutefois, c'est surtout les chemins blancs, particularité de cette épreuve, qui a largement fait la légende de la course, s'imposant de plus en plus partout, voire trop. Ces chemins blancs graviers sont devenus à la mode, permettant aux spectateurs de vivre cette folie et ce nouveau point de spectacle. Si leur présence au Giro n'étonne pas, il est néanmoins plus étrange que ces chemins soient utilisés partout et viennent parfois dénaturer une course comme Paris Tour. Mais derrière la légende et le spectacle qu'offrent ces chemins, l'arrivée finale sur la Piazza del Campo donne presque une arène victorieuse pour le vainqueur, avec une arrivée qui peut être réellement s'inscrire comme un des hauts lieux du cyclisme. Mais en plus, pour pouvoir goûter à cette belle arrivée, il faudra gravir la Via Santa Caterina, très pentue et coriace, qui à elle seule peut faire et défaire la course. Derrière ça, presque chaque édition récente donne lieu à un spectacle fort et qui fait que des coureurs vivent cette classique qui au fil des ans acquiert une renommée, une réputation qui fait qu'elle construit sa légende. Alors de là à dire qu'elle est légendaire, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt. Mais elle fait déjà partie, en seulement 15 éditions, de la grande histoire du cyclisme, prête à faire un bond dans la légende du sport. Récapitulons maintenant cette longue vidéo. Les Strade Bianche ont 15 ans d'existence et elles ont su se forger des spécificités fortes avec son arrivée à Sienne et ses chemins blancs. Au-delà de ça, elle a réussi à attirer les coureurs et les plus importants sur la tout en se créant un palmarès très solide, à en faire pâlir plus d'un. À côté de cela, la distance courte et sa jeune histoire font que des doutes peuvent apparaître quant à sa candidature au titre de monument. Maintenant, d'un avis purement personnel, il est difficile de me prononcer, que cela soit les paysages, la difficulté ou encore son palmarès, et le côté guerrier de la course, j'ai envie de la voir rejoindre le club des 5 monuments. D'un autre côté, je trouve qu'elle n'a pas encore assez fait ses preuves dans l'histoire du cyclisme, jouant que sur une, voire deux générations de coureurs, et j'aimerais bien voir la génération 2000-2005 jouer dessus et ensuite pouvoir voir si on peut réellement la mettre
comme un monument, et si on le fait prochainement, voire attendre la génération 2015-2020 si on veut voir plus lointain, avec presque 50 ans d'existence pour la course. Si c'est le cas, cela se fera assez naturellement avant, et il n'est pas nécessaire de brusquer les choses. Je pense que tout cela se fera petit à petit, de manière insidieuse, dans la tête des coureurs et des suiveurs, avec sûrement une distance qui augmentera un peu. Enfin, la distance est pour moi encore pas digne d'un monument, mais la question est aussi, faut-il augmenter la distance pour en faire un monument? La réponse est non. Mais ajouter 60 km et un ou l'autre secteur pourrait faire passer cette course comme un réel monument. Pour conclure cette vidéo, les Strade Bianche font partie de ces jeunes courses qui ont leur manière changé le cyclisme et l'a dépoussiéré en faisant rentrer de nouvelles spécificités et difficultés. Entre les chemins blancs et son arrivée à Sienne, la course est devenue une course majeure du calendrier et à part entière, presque proche des monuments. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut déjà la considérer comme telle, comme un monument? Il faudra peut-être encore attendre un peu pour qu'elle s'affine et qu'elle devienne une course mûre, avec un kilométrage plus grand et une histoire plus longue. Mais vous, que pensez-vous de voir les Strade Bianche comme étant le potentiel 6e monument du cyclisme? Cela pourrait-il, selon vous, remettre certains grands champions comme des coureurs moins bons que légendaires car ils n'auraient pas couru cette course? Je vous invite à répondre à ces questions en commentaire et bien sûr en détailler d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et cela fait extrêmement plaisir. Partagez aussi la vidéo, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet qui, je l'espère, cette fois-ci sera plus courte.